La reconnaissance de la Palestine peut-elle faire avancer la paix au Proche-Orient? Pourquoi la France a-t-elle choisi de reconnaître l'État palestinien? La solution à deux États est-elle encore possible? Le 7 octobre a-t-il provoqué en Israël un basculement irréversible contre l'État palestinien? Je vous retrouve tout de suite avec nos invités pour en débattre. Régis Kotché, bonsoir. Vous êtes ancien consul général à Jérusalem, ancien ambassadeur en Afghanistan, et vous êtes l'auteur de Diplomatie dans l'Orient en crise, Jérusalem et Kaboul, paru chez Hémisphère en 2023. Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Vous avez dirigé un ouvrage collectif au Seuil, le livre noir de Gaza, et vous êtes l'auteur de Moyen-Orient, mode d'emploi chez Stock. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien correspondant du Figaro à Jérusalem et spécialiste du Moyen-Orient au Figaro. Nous allons commencer tout de suite par un extrait de l'intervention du président Macron hier devant l'ONU. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. Monsieur l'ambassadeur, vous avez été consul général à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu le président Macron reconnaître l'État de Palestine? Est-ce qu'il reste une lueur d'espoir, d'après vous, pour y arriver un jour, ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Et j'ai écouté bien évidemment ce discours avec beaucoup d'émotion, parce qu'il ne doit pas être trop tard. Il doit rester du temps pour la diplomatie. Seule la diplomatie peut faire reculer la violence. La diplomatie montre le chemin. Ce chemin, c'est celui que nous avons porté, la diplomatie française, et j'ai aussi ressenti une certaine continuité. Et si vous voulez me permettre juste une toute petite anecdote. J'étais consul général au moment de la mort de Yasser Arafat. Et le 11 novembre 2004, quand les honneurs militaires ont été rendus à la dépouille de Yasser Arafat à Villacoublay, en présence de Jean-Pierre Raffarin, le lendemain, aux obsèques, les Palestiniens me disaient « Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général, l'État palestinien a existé pendant 2 minutes. Merci. » Et voilà, c'est pour montrer aussi l'importance qu'il y a derrière cette reconnaissance, un État, une symbolique, mais plus que ça. Agnès Levallois, pourquoi le chef de l'État a-t-il choisi ce moment qui est parfois critiqué? On dit que ce n'était pas le bon timing, que c'est une récompense pour le Hamas. Qu'en dites-vous? Est-ce que le chemin choisi par le chef de l'État est réaliste? Alors, moi, je ne considère absolument pas que cette reconnaissance est une récompense pour le Hamas, loin de là, et même au contraire, puisque le Hamas, en fait, est opposé à cet État palestinien tel qu'il est conçu par les Palestiniens. Et donc, au contraire, de reconnaître l'État palestinien, c'est une façon de couper l'herbe sous le pied du Hamas et de montrer que, justement, il y a un chemin vers un État pour mettre un terme au terrorisme. Pardon, pourquoi on coupe l'herbe sous le pied du Hamas en reconnaissant un État? On enlève toute possibilité, me semble-t-il, au Hamas de pouvoir mettre en avant le fait qu'il est le seul à défendre les intérêts du peuple palestinien, puisqu'en reconnaissant cet État, on reconnaît les droits légitimes du peuple palestinien, on reconnaît la souveraineté auquel les Palestiniens ont droit. Donc c'est un argument très fort à mettre en avant et qui peut affaiblir le discours du Hamas, qui finalement profite du fait qu'en l'absence d'État, il se présente comme étant le seul qui défend
les intérêts des Palestiniens, même si on sait qu'évidemment, ils ne les défendent pas. Donc c'est un très bon moyen, je trouve, au contraire, de les affaiblir et de pouvoir proposer autre chose aux Palestiniens qui attendent autre chose et qui veulent avoir un État comme tout autre peuple sur la scène internationale. Donc en ce sens, je pense que cette déclaration est extrêmement importante. Alors c'est vrai qu'elle va dans la continuité de la diplomatie française, hein, qui a toujours dit qu'elle était pour reconnaître cet État palestinien. Alors toute la question a été pendant des années le timing. Hein, c'était on le reconnaîtra le moment venu, sans que l'on sache exactement ce que voulait dire ce terme. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, à plusieurs reprises, a dit « Oui, je suis en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien le moment venu ». Alors pourquoi hier et pas il y a 3 mois, il y a 6 mois? Je crois quand même que l'horreur de ce qui se passe dans la bande de Gaza et de ce qui se passe en Cisjordanie, on en parle un peu moins, mais ce qui se passe est une véritable horreur, on va en parler, a vraiment poussé là le président Macron à se dire « On ne peut pas continuer à observer passif ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, il faut absolument réagir ». Et la dernière carte, si je puis dire, que le président avait entre les mains, c'était cette reconnaissance de l'État palestinien. Et lorsqu'on voit la vigueur de la réaction du Premier ministre israélien, on s'aperçoit que ça touche un point extrêmement sensible, hein, puisque la réaction israélienne est très très forte contre cette reconnaissance. Georges, comment tout ça s'est-il noué? Est-ce que c'est vraiment une initiative du chef de l'État? Est-ce qu'il a embarqué avec lui les Saoudiens et d'autres pays arabes? Comment ça s'est ficelé, cette histoire? Ça s'est noué d'abord, je dirais, lors de la visite d'Emmanuel Macron, à laquelle d'ailleurs je participais en décembre 2024 à Riyad, où il a proposé effectivement à Mohammed bin Salman, le prince héritier, cette idée de conférence coprésidée par la France et l'Arabie saoudite sur une reconnaissance. Et à l'époque, Emmanuel Macron, là peut-être un peu par naïveté, je ne sais pas, mais avait cette idée effectivement de reconnaître l'État de Palestine concomitamment qu'il y ait une reconnaissance arabe d'Israël. Et Mohammed bin Salman, dès le mois de décembre 2024, lui a dit « Moi, je suis prêt à reconnaître Israël. J'étais engagé dans des négociations de normalisation avec l'État hébreu avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, il y a eu des massacres à Gaza. Je ne peux plus suivre parce que mon peuple ne me suivrait pas et je risquerais d'être assassiné comme Anwar el-Sadat l'a été en 1981, à 2 ans après avoir fait la paix avec Israël. Donc, il y a eu ensuite ce cheminement. Emmanuel Macron est allé ensuite à El Arish, on le suivait encore, où il a été témoin, comme il avait été témoin des horreurs subies par les Israéliens le 7 octobre, il a été témoin des horreurs subies par les Palestiniens de Gaza, qui étaient soignés dans un hôpital à El Arish. Et dans l'avion du retour, effectivement, il a dit « je vais reconnaître ». Ensuite, il a, je dirais, ménagé une espèce d'ambiguïté plus ou moins stratégique en disant « voilà, il y aura toujours une conditionnalité, les Arabes, une dynamique arabe, etc. » Là, quand on le voyait, on lui disait « Monsieur le Président, il n'y aura pas de dynamique arabe » parce que Mohammed bin Salman lui a dit clairement « Moi, je suis prêt à normaliser avec Israël à condition qu'Israël s'engage, selon la formule consacrée, vers une voie irrévocable, vers un État palestinien. » Et donc là, on sentait que la dynamique arabe n'existerait pas. Et ensuite, comme vous l'avez dit, je crois qu'il y a eu les horreurs de Gaza cet été, le problème effectivement d'assister inerte à ce qui se passait et qui l'a poussé, je pense, une exaspération vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, tout en maintenant aussi, c'est vrai, cette espèce d'ambiguïté, condition, pas condition, auquel je n'ai jamais cru, parce que dire que je conditionne la reconnaissance française de la Palestine à la libération des otages, ça veut dire je me remets à Benyamin Netanyahou pour trouver une... Et au Hamas. On sait, et au Hamas. Or, on sait que Netanyahou n'a pas forcément envie. Donc voilà, c'est comme ça qu'il y a eu cette genèse, mais il faut reconnaître, effectivement, ils ne sont pas si nombreux, hein. Je suis désolé de le dire à un ancien diplomate, mais à votre époque, il y en avait eu, les succès de la diplomatie française au Moyen-Orient, 96, l'opération Raisin de la colère, 2003, et aujourd'hui, c'est vrai que Emmanuel Macron a réussi à entraîner derrière lui un certain nombre de pays, grands pays. Et comme vous le dites très bien, on a bien senti, on a des contacts avec les Israéliens, que ça faisait mal parce qu'il touchait un point sensible. Il a réussi à entraîner la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays. Et donc, effectivement, il y a eu, mais comme ça a été très bien dit, c'est
une suite logique par rapport à l'histoire française. Quand même, on a été pionnier en 1978, je ne sais plus quelle année, la déclaration de Venise, plus Mitterrand à la Knesset, Chirac, etc. C'est une suite logique, mais il y a une nouveauté et un grand absent dans cette histoire. Hier, c'était les États-Unis. Vous avez connu, nous tous, un certain nombre de feuilles de route tracées par les Américains. Là, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas d'Américains dans cette dynamique-là pour relancer un processus de paix pour une solution à 2 États. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit sans les Américains dans cette histoire, Régis? C'est ce que je répondrais à Georges. La diplomatie française, le problème, c'est la diplomatie en général. C'est-à-dire que pour des tas de raisons, on voit qu'il y a eu une sorte de conditions d'État qui ont fait que la diplomatie a été un petit peu mise de côté, mais sur beaucoup de théâtres. Pas simplement au Proche-Orient et pas simplement la diplomatie française. J'ai été beaucoup en Afghanistan, j'ai vu, je veux dire, les accords de Doha, Dominique Moïsi a pu écrire diplomatie de degré zéro, c'est-à-dire qu'on voit bien et on en paye quelque part aujourd'hui les conséquences. Donc il faut remettre la diplomatie, les diplomaties, et espérer effectivement qu'à un moment ou à un autre, le président Trump va être aussi avoir envie d'être dans ce mouvement des diplomaties. Il peut apporter sa pierre à l'édifice. Rien ne l'interdit de penser à ce stade, même si effectivement il y a beaucoup d'interrogations, malheureusement. Il y a un moment qui a été un moment déterminant et qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est le retrait de Gaza, où on a vu effectivement, finalement... Voilà, et où la façon dont l'autorité palestinienne a été découplée du processus de paix volontairement, et les Américains ont malheureusement suivi. Et on a vu les dégâts que cela a pu conduire jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un besoin d'avoir toutes les diplomaties à bord, et également les diplomaties d'autres pays. C'est ça aussi qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on voit quand même un effet de nombre. Et moi, je pense qu'il faut... Voilà, il y a un besoin de diplomatie. Chacun a sa part dans cette démarche. Nous avons la nôtre, l'Europe a la sienne. La déclaration de New York qui précède la reconnaissance est un document extrêmement intéressant et qui, en quelque sorte, distribue des rôles. Donc, voilà, le président Trump parle aujourd'hui même à New York. Probablement, nous allons être brutalement démentis, mais il n'empêche que quelque part, la démarche est là. Et on va voir comment dans le Golfe aussi on réagit par rapport à tout ça. Est-ce que, Agnès Levallois, est-ce que vous croyez que les pays arabes sont à même d'embarquer les États-Unis? C'est ça un peu la nouveauté, non, dans ce processus? Oui, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les pays arabes expriment, ou en tous les cas aimeraient avoir leur propre diplomatie. Et je voudrais rebondir cette question, cette réflexion sur la diplomatie, parce que je pense que c'est un élément qui est absolument crucial, où en fait la diplomatie a été complètement mise de côté depuis des années. Il n'y avait plus aucun processus de négociation entre Israéliens et Palestiniens, mais on peut élargir cette question sur la scène internationale. Oui, c'était déjà le cas avant le 7 octobre. Bien avant. Et c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on a complètement mis de côté la diplomatie, que les Israéliens ne voulaient pas négocier. On le voit bien depuis le 7 octobre où systématiquement Israël élimine les interlocuteurs du Hamas qui sont les négociateurs pour permettre justement un cessez-le-feu, pour permettre la libération des otages. Donc c'est un refus clair et net vraiment de l'outil diplomatique, de la diplomatie, même si régulièrement on nous dit qu'il y a des rounds de négociations à Doha, au Caire ou autre, mais fondamentalement on ne veut pas de cette diplomatie. Et Trump est dans cette même logique où lui, il est dans une dynamique de deal, de négociation, mais pas d'outils diplomatiques utilisés pour arriver à quelque chose. Donc est-ce que cette reconnaissance et ce mouvement
mouvement diplomatique va pouvoir être relayé pour qu'on rentre à nouveau véritablement dans un circuit de négociation diplomatique. J'en suis pas complètement convaincue. J'aimerais et je l'espère, mais j'en suis pas convaincue, même si je pense que c'est la seule façon de s'en sortir. Et les pays arabes, pour répondre plus directement à votre question, aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont très coincés, si je puis dire. C'est que d'un côté, ils ne peuvent absolument pas reconnaître Israël en raison de la violence de ce qui se passe dans la bande de Gaza, parce qu'effectivement, leurs opinions publiques sont vent debout contre ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il faut qu'il y ait une perspective pour les Palestiniens. Il faut qu'il y ait une vraie perspective. Et en même temps, ces pays, et là je pense plus particulièrement aux pays du Golfe, mais la Jordanie et l'Égypte font partie du même groupe de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas se passer du parapluie sécuritaire américain. Donc, ils ne peuvent pas avoir une politique véritablement autonome par rapport à ce que souhaite Washington, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de s'exposer, puisqu'ils n'ont pas la capacité de se défendre tout seuls. Ce sont des pays qui sont éminemment vulnérables, fragiles. Ils ont acheté des assurances-vie, et la plus forte assurance-vie qu'ils ont achetée, c'est auprès de Washington. Donc, comment concilier le fait de vouloir un processus diplomatique pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien dont ils ont besoin? MBS, le prince héritier, ils rêvent qu'on trouve une solution pour que le business reprenne. Parce que le business aujourd'hui en Arabie Saoudite est mis en difficulté à cause de ce qui se passe à Gaza. Parce que les investisseurs en général, ils n'aiment pas aller dans une région où il y a des conflits, sachant pas quelles sont les conséquences. Avec les Houthis qui régulièrement envoient des missiles sur Israël, ça peut tomber en cours de route. Donc tout ça est très mauvais pour le climat des affaires. Est-ce que c'est ça la carte que les pays du Golfe ont à jouer avec Trump? C'est le business, l'immobilier, mais c'est bien ce qu'ils font. C'est bien ce qu'ils font. Quand le Qatar offre un bel avion à Trump, on voit bien quand même que la logique est une logique purement mercantile pour l'acheter. Ça n'a pas empêché Israël de bombarder le Qatar, donc ce qui a mis les responsables du Qatar hors d'eux, et on peut le comprendre parce que là aussi, ils ont acheté une sécurité auprès de Washington en ayant la plus grande base américaine dans la région qui est au Qatar. Donc on voit bien que ces liens extrêmement compliqués, que Trump joue de ce côté, je suis le plus fort, j'assure votre sécurité, donc vous devez suivre ce que je veux, et ces pays qui de plus en plus essayent de s'autonomiser par rapport aux Occidentaux et à Washington, mais avec une marge de manœuvre qui est quand même assez réduite, parce que pour leur sécurité, je le répète, ils dépendent avant tout de ce parapluie sécuritaire américain. Georges, on sait que Benjamin Netanyahou n'annoncera pas tout de suite, d'abord parce que c'est Rosh Hashanah et que par ailleurs il doit se caler, rencontrer Trump, voir avant de dire quelle sera sa réponse à cette initiative française. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mesure de rétorsion israélienne? Parce que pour l'instant, il ne s'agit pas que les Israéliens sont tout à fait vent debout contre cette idée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour... Il y a plusieurs types de représailles. Il y a des représailles, je dirais, bilatérales, en particulier contre la France, puisque la France est considérée comme à juste titre, comme la locomotive de cet élan. Et donc là, représailles, ça peut être, on l'a écrit, la fermeture du consulat général de France à Jérusalem. Ça peut être la fermeture d'un certain nombre d'emprises françaises là-bas, le tombeau des rois, etc. La France a déjà en stock aussi une série de représailles à ces représailles. Je ne suis pas convaincu que les uns et les autres y aient intérêt parce que fermer le consulat général de France à Jérusalem, c'est rentrer dans une bataille. Vous y croyez à cette fermeture? C'est possible d'un point de vue bataille juridique légal, très difficile quand même. Sincèrement, j'ai peine à imaginer un petit peu cela. Et puis, ça serait vraiment un message d'une telle complètement à côté de la plaque. Parce que s'il y a bien un lieu qui, je dirais, jour et nuit, d'une manière ou d'une autre, travaille au service de la paix et au service de la cohabitation, et également de nos concitoyens franco-israéliens, je crois que c'est le consulat général. Donc, avec une proximité avec les congrégations religieuses, un dispositif culturel mis au service. Moi, je veux dire, le premier jour de ma mission, je suis allé voir mon équipe culturelle pour lui dire, et on a créé l'Institut franco-allemand à Ramallah, en montrant un petit peu. Et puis voilà, c'est tout ce réseau, et puis bien sûr la relation avec l'autorité palestinienne, les messages, il faut les faire passer. Il y a tout ça, il y a quand même une réalité, et puis une réalité aussi d'être en proximité avec les gens.
Parce que derrière le discours de Macron, j'ai aussi trouvé des mots qui, pour moi, étaient importants, qui montraient qu'il y avait l'État, mais qu'il y avait aussi des gens, un peuple, une humanité. Il a employé les mots d'humanité, de dignité. Et je crois que c'est très important. Et c'est le consulat général qui est cet élément de proximité. C'est lui qui est le porteur de cette fidélité. Donc moi, personnellement, je suis bien sûr attaché au consulat général. Il est situé 5 rue Paul-Émile Botta. Paul-Émile Botta est un diplomate. Ce nom a été donné en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, par les autorités israéliennes. Et je vous renvoie au parcours de ce personnage extraordinaire qu'est Paul-Émile Botta. C'est ça, le consulat général de France. À Jérusalem-Ouest. Oui, donc Pardon, pardonnez-moi. Non, non, mais c'est... À côté de ces ripostes, ces représailles bilatérales, il y aura probablement des ripostes qui concerneront l'annexion de toute ou partie de la Cisjordanie, ou en tout cas une intensification de la colonisation, puisqu'on en a vu, il y a un mois, il y a eu la validation du projet E1 qui coupe la Cisjordanie en deux. Et c'est là où on risque de rentrer quand même un petit peu dans le dur, dans la relation entre Trump et Netanyahou, parce que depuis qu'il y a eu ces mises en garde, clairement exprimées par Israël, on a vu quand même que 2 dirigeants arabes, et pas des moindres, à la fois le président Sisi égyptien et le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed, ont dit clairement que c'était une ligne rouge. Et si les Émirats arabes unis menacent de geler, je ne crois pas qu'ils se retireront des accords d'Abraham, parce qu'Israël a réussi, je pense, à notamment à investir un certain nombre de domaines sécuritaires là-bas en se rendant quasiment indispensable. Mais en tout cas, les Émirats pourraient geler leur participation. Et là, pour Donald Trump, c'est quand même un sérieux revers, lui qui veut étendre ces accords d'Abraham. Et s'il y a dans un mois ou deux, à l'issue de l'opération militaire israélienne à Gazaville, l'expulsion des 900 000 Palestiniens de Gazaville, dont il y a déjà une partie vers le sud, si vous avez un bombardement israélien sur le point de passage de Rafah, qui ouvre le passage justement vers l'Égypte, et vous avez 500 000 Palestiniens qui fuient, le maréchal Sisi, le président égyptien, l'a clairement dit, cette pénétration massive des Palestiniens remettrait en cause l'accord de paix de 1979. Donc là, c'est aussi ce que vont dire les Arabes aujourd'hui à Donald Trump. Ils vont dire, attention, nous on est prêts à aller de l'avant, on est même prêts à continuer d'investir chez vous, les milliers de milliards de dollars qu'on vous avait promis en mai, mais il faut que vous reteniez Benyamin Netanyahou. Et donc là, il va se jouer une partie quand même assez serrée parce que, voilà. Pourtant, Dieu sait, les Émirats arabes unis, par exemple, sont très engagés dans la normalisation avec Israël. Ils n'ont pas retiré leur ambassadeur, ils critiquent même modestement. Mais là, visiblement, la coupe est pleine. Alors, Agnès Levallois, est-ce que la solution à 2 États est matériellement encore possible? On a deux entités ou 2 territoires séparés, la bande de Gaza et la Cisjordanie. L'un est contrôlé par le Hamas, l'autre par l'autorité palestinienne. L'un est constamment bombardé depuis le 7 octobre et cette guerre de représailles pour éliminer le Hamas après les massacres du 7 octobre. Et l'autre est colonisé et complètement morcelé par les colonies israéliennes. Est-ce que sur le papier, un État est encore faisable et viable ? Alors c'est vrai, quand on voit cette description, on se demande dans quelle mesure cet État palestinien serait encore envisageable. Et lorsque l'on voit la carte, effectivement, on peut être que très sceptique, en tous les cas, sur cette capacité à pouvoir avoir un État palestinien. Là encore, je pense que si la diplomatie reprend ses droits, s'il y a une véritable volonté politique, je pense qu'on peut trouver des solutions. Et d'ailleurs, des solutions avaient déjà été envisagées lors des dernières discussions, alors qui remontent maintenant il y a pratiquement 20 ans, où l'idée c'était de garder les gros blocs de colonies israélienne en territoire palestinien et de donner aux Palestiniens d'autres territoires actuellement sur le territoire d'Israël pour compenser le maintien, parce qu'à la différence de ce qui s'est passé à Gaza en 2005, on ne pourra pas évacuer les 500 000 colons qui aujourd'hui habitent en Cisjordanie. Donc l'idée, ce serait de faire un échange de territoire, de laisser ces
3 grands blocs de colonies contre de nouveaux territoires. C'est pour ça que je dis que s'il y a une véritable volonté politique et qu'on laisse les diplomates travailler, on peut imaginer des solutions en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait, puisqu'il y a quand même des heures et des heures et des heures de négociations qui ont permis quand même de dessiner des solutions compliquées, parce que la situation sera forcément très compliquée, mais quelque chose peut sortir de cela. Mais c'est vrai qu'il faut une forte volonté politique pour donner vraiment carte blanche aux diplomates, pour qu'ils puissent travailler et faire des propositions, comme dans les accords d'Oslo, il y avait l'idée, vous vous souvenez, de ce pont entre Gaza et la Cisjordanie, ou d'un tunnel qui devait permettre justement la libre circulation des Palestiniens, sans entrer dans le territoire israélien pour des raisons de sécurité. Donc les solutions, elles existent, mais plus le temps passe, plus elles sont difficiles à mettre en œuvre, tant la colonisation s'est développée ces dernières années, et que tout ce processus est un processus qui a commencé bien avant le 7 octobre. Le processus de colonisation est bien antérieur au 7 octobre, ça s'est fortement accéléré, mais tout était déjà là, mais aussi tous les travaux des diplomates sont là pour servir de base permettant l'élaboration. Et je finirai simplement par dire, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Je crois que, honnêtement, l'idée même d'un État binational dont on a parlé à une époque, aujourd'hui est complètement... Enfin, je ne vois plus cette possibilité, tant la situation s'est dégradée entre Palestiniens et Israéliens. En revanche, les 2 États, ça permettrait à chacun d'avoir ses propres structures, et ça, on peut l'envisager. Mais le travail va être absolument gigantesque, tant la situation s'est dégradée sur le terrain. Ce que vous dites, on y souscrit tous depuis très longtemps. Simplement, en 1994, il y avait, côté israélien, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, côté palestinien, il y avait Yasser Arafat. 3 leaders qui avait une vision. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de leader. Oui. Vous avez un leader israélien qui le dit matin, midi et soir, appuyé par un gouvernement et une bonne partie de la population, je ne veux pas d'État palestinien. Vous avez un leader palestinien qui a 90 ans, qui a gelé un processus politique depuis 20 ans, qui s'accroche au pouvoir, qui est décrédibilisé, etc. Donc il faut créer un nouveau leadership palestinien. Et vous avez un 3e larron qui est le Hamas, qui est aujourd'hui certes disloqué militairement, mais qui existe encore et qui, lui, ne veut pas d'État. Donc, je veux dire, vous avez 2 des 3 acteurs qui ne veulent pas d'État palestinien, qui ne veulent pas de la solution d'Emmanuel Macron, et vous avez un 3e acteur qui en veut, qui la quémande, l'autorité palestinienne, mais qui est décrédibilisé, qu'il faut revigorer. Et cette revigoration ne pourra venir que si Israël y consent. Donc c'est là on ne peut qu'être pessimiste, parce que il faut voir émerger de nouveaux leaders pour convaincre des populations qui sont complètement à cran aujourd'hui, qui sont dans l'aveuglement de la violence d'à côté. Et donc ça, c'est un travail. C'est pour ça que le travail qui a été fait aussi par les diplomaties françaises est intéressant sur les livres scolaires palestiniens qui contenaient encore des discours de haine. Voilà, ils ont tordu le bras à Abou Mazen, à Abbas, voilà, qui a voté une loi terminant ça. Il y a aussi la fameuse loi de paix for slay, voilà, qui indemnisait les familles de palestiniennes qui avaient des détenus en Israël, etc. Donc il y a eu un travail, il y a eu aussi quand même, il faut le reconnaître, quand j'entends la reconnaissance sert à rien la semaine dernière, juste après, on a appris que l'autorité allait probablement extrader l'un des suspects de l'attentat de la rue des Rosiers. Donc voilà, l'État, c'est pas pour demain, mais la culture de la paix qui, hélas, n'existe plus depuis 20 ans, elle se construit par ces petits morceaux, ces petits cailloux qui sont dispersés sur la route, mais ce sera très long. Vous avez vu l'autorité palestinienne commencer à se disloquer sous vos yeux, d'abord parce que le retrait de la bande de Gaza n'a pas été négocié à l'époque avec Mahmoud Abbas. Est-ce que vous la croyez capable de se réformer pour être de nouveau un partenaire pour les Israéliens? Et est-ce que vous voyez un successeur à Mahmoud Abbas qui pourrait être à la fois quelqu'un d'acceptable pour les Européens et les Américains, et pour les Israéliens, et qui surtout pourrait parler au nom des Palestiniens? Sur l'autorité palestinienne, moi j'ai un discours qui est un discours beaucoup plus allant. Je n'adhère pas au narratif selon lequel c'est l'abomination de la désolation, etc. Parce que je l'ai vu à l'œuvre. Et j'ai vu aussi les pressions, ce que cela signifiait
Vous avez vu qu'on n'a pas donné un visa à Mahmoud Abbas. C'est-à-dire qu'il a été délibérément humilié devant son peuple. Donc c'est ça, si vous voulez. Il faut effectivement... Il existe des élites, il existe tout un ensemble de choses et qu'il faut... C'est dur de travailler dans ces conditions-là. Vous savez, c'est même dur d'être diplomate quand on travaille dans un pays, justement dans des zones sous occupation. Et c'est au début de ma mission, j'avais vu Sternel, justement. Je lui avais dit, vous savez, c'est dur ce que je vois. Il m'avait dit, mais allez-y, c'est votre boulot. Et donc, effectivement, il faut... L'autorité palestinienne doit, bien évidemment, se renouveler. Quand je vois Abou Mazen, puis de mon temps, c'était encore Abou Mazen, avec tous ces vieux que j'ai connus, il y a un problème, nous sommes parfaitement d'accord. Mais il y a des élites, il y a une jeunesse, il y a une société civile palestinienne, il y a une énergie vitale palestinienne. Il faut effectivement qu'elle puisse s'exprimer. C'est très difficile de le faire sous occupation, mais c'est une nécessité. Et moi, personnellement, j'ai confiance dans les capacités palestiniennes à se gérer. Vous y croyez à une personne qui serait capable d'endosser le costume? On parle de Marwan Barghouti. Est-ce que c'est toujours le nom sérieux qui revient? Oui, c'est un nom sérieux parce que c'est quelqu'un quand même qui a une vraie légitimité au sein de la société palestinienne et qui peut réunir justement les Palestiniens, qu'ils soient plutôt proches de l'OLP que du Hamas. Parce que Marwan est quelqu'un qui a toujours discuté à l'époque. On rappelle qu'il est en prison en Israël parce pour ses responsabilités pendant des dizaines d'années. Voilà. Donc lui est un homme qui peut encore représenter quelque chose. Mais plus le temps va passer, plus son crédit politique va diminuer, parce que les jeunes ne le connaissent pas. C'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années, donc qui a effectivement une vraie légitimité, qui est capable de faire quelque chose. Mais si on le sort dans 5 ans, ça sera beaucoup moins le cas, parce que tous les jeunes Palestiniens ne le connaissent plus comme les anciens le connaissent. Et je rejoins tout à fait ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur, c'est que la société civile palestinienne et le nombre de centres de recherche d'intellectuels palestiniens qui aujourd'hui sont à Ramallah en particulier et qui travaillent sur le jour d'après, qui travaillent sur ce que pourrait être un État palestinien, qui sont extrêmement critiques à l'égard de l'autorité palestinienne parce qu'ils estiment effectivement qu'elle ne les représente pas comme ils aimeraient être eux représentés, parce que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais là, vous avez des jeunes capables et qui ont été extrêmement bien formés et qui en veulent et qui veulent absolument s'impliquer dans le futur État palestinien. Donc, la question des interlocuteurs, pour moi, n'est pas une question. Les interlocuteurs existent. Il faut simplement leur donner le temps de pouvoir se faire connaître, de pouvoir faire part de leur projet. Il faut qu'Israël les laisse s'exprimer. Et c'est vrai que la solution dont je parlais n'est possible que si on laisse les Palestiniens justement aller au bout de leur réflexion et de leur projet pour pouvoir le présenter, mais aussi qu'il y ait un changement côté israélien, puisque tant qu'il y aura ce gouvernement d'extrême droite au gouvernement en Israël, évidemment, rien ne sera possible, puisqu'il y a une surenchère tous les jours entre Smotrich, Ben-Gvir et Netanyahou. Oui, c'est à celui qui ira le plus loin dans ses propos et qui donc anéantit absolument toute possibilité. Donc le jour d'après de cette guerre qui un jour finira quand même, je pense, ne peut passer que par un changement aussi d'interlocuteur. Alors, il y a des élections prévues en Israël l'année prochaine, et il faudra effectivement permettre du côté palestinien que les choses bougent. Mais au-delà de ça, oui, il y a des possibilités. Et moi, côté palestinien, je suis plutôt optimiste sur les capacités de ces jeunes Palestiniens. J'en ai rencontré un certain nombre, et vraiment, ce sont des personnes tout à fait remarquables, tout à fait raisonnables, qui ont un discours, alors qui n'est pas du tout un discours belliqueux, de haine, pas du tout. Ce sont des jeunes qui se disent, nous on veut un État, on veut vivre à côté de cet État d'Israël, alors en étant très critique évidemment à l'égard de ce que fait Israël aujourd'hui, depuis des années, bien sûr, mais qui ne sont pas du tout dans un esprit de revanche haute. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un État et pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Alors, Georges, il y a quand même une hypothèque qui pèse sur tout ça, c'est toujours la présence du Hamas qui reste malgré tout accroché au pouvoir à Gaza et qui, selon les sondages, gagnerait des élections demain en Cisjordanie, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que
on peut exclure du jeu le Hamas. C'est ce que cherche à faire la France d'une certaine façon, mais est-ce que c'est possible? C'est techniquement possible parce que d'ailleurs c'est ce qui est en train d'être mis en place. Pour les prochaines élections législatives en 2026, il faudrait que chaque candidat s'engage à renoncer à la violence. J'ai posé la question l'autre jour justement à l'Élysée, elle me dit oui, effectivement. Donc c'est une façon d'écarter le Hamas, c'est une façon... Mais est-ce que ça implique, pardon, c'est possible, est-ce que ça implique une réécriture de la charte de l'OLP? Non, on reviendrait justement à la déclaration de l'OLP de 93 qui écarte justement la violence. Il faudrait que chacun s'inscrive dans cette filiation-là qui est celle des accords d'Oslo, et donc écartant le Hamas, parce que sinon on se retrouvera, je ne sais pas si vous étiez encore consul général en 2006, avec des résultats où la démocratie a désigné le Hamas comme vainqueur, et nous autres occidentaux, nous disons, non, vous êtes barbus, donc nous ne voulons pas de vous. Donc il faut éviter ce scénario-là, mais qui existe, parce qu'à Gaza, le Hamas a été quand même disloqué militairement, n'a plus beaucoup d'armes, sinon des armes de poing, des chefs militaires, il y en a une dizaine. Donc c'est pour ça que l'opération militaire actuelle israélienne n'a pas de sens, comme le dit justement Emmanuel Macron. Donc on n'est plus très loin de son désarmement là-bas. Il faudrait probablement exiler une quinzaine, vingtaine de ces cadres, et ensuite faire en sorte qu'il y ait un retour de l'autorité avec des forces arabes peut-être. Mais en Cisjordanie, et je pense qu'à Gaza, si on fait une élection demain, le Hamas ne va pas récolter un grand score, parce que les Palestiniens de Gaza se retrouvent dans une situation comme ça, à cause mais en Cisjordanie. Si mes souvenirs sont bons, avant que le Hamas soit autorisé à participer à des élections, il faisait des attentats pour faire dérailler les processus de paix. Est-ce qu'on risque pas, est-ce que le danger, c'est pas qu'on revienne à la période où le Hamas faisait des attentats pour faire capoter les discussions? Les attentats du Hamas existaient, nous on était à Jérusalem, lorsque de 1994 jusqu'à 2003-2005, après le Hamas a d'une certaine façon, hélas, gagné, puisque le processus de paix est mort. Et donc, effectivement, il n'y a plus d'attentats, puisqu'il n'y avait plus besoin de saboter ce processus de paix. Mais en revanche, a changé de mode opératoire pour la suite, en construisant des tunnels et en lançant des roquettes sur Israël. Donc, mais je crois que pour revenir à votre question, il y a un vrai risque en Cisjordanie, où les colons attaquent, les colons brûlent des maisons, etc. Et là, effectivement, la popularité du Hamas est probablement importante, et donc fait peser un risque sur un processus électoral à venir chez les Palestiniens. Alors, on va voir tout de suite un autre extrait qui est un extrait de... on en parlait tout à l'heure de Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances israélien et un suprémaciste juif. Il se pose la question maintenant, est-ce que du côté israélien, c'est possible encore d'avoir un interlocuteur, un gouvernement avec lequel on puisse discuter et faire la paix? אבל סתם, תדעו לכם, זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית שנבנתה על ידי אנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ, לאיך הדבר הזה הופך לבוננזה של נדל"ן, אני לא צוחק, מחזיר את עצמו. אגב, אני התחלתי משא ומתן עם האמריקאים, ואני אומר את זה לא בצחוק עכשיו, כי אני גם דורש, הרי אנחנו שילמנו המון כסף על המלחמה הזאת, אז אנחנו צריכים להתחלק, איך אנחנו עושים אחוזים על שיווקי הקרקע אחר כך בעזה, אבל עכשיו לא בצחוק. את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו, עכשיו צריך לבנות, זה הרבה יותר זול. Qui veut réagir aux propos de Bezalel Smotrich? Ils sont absolument terrifiants, ces propos. On a l'impression de voir un Russe qui parle de l'Ukraine d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui relève de ce niveau-là. Oui, puis de parler que ça y est, la première phase de démolition est finie. Donc, enfin, l'impression qu'on parle évidemment d'un territoire sur lequel il n'y a personne. On parle que de alors qu'on en est, d'après les estimations, entre 70 000 et 200 000 morts voilà, et blessés dans la bande de Gaza. Absolument, le bilan est absolument terrifiant. Et qu'on sait bien que le fameux plan de Trump de cette Riviera est un plan qui est quand même une espèce d'aberration, mais qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'avec un Trump aujourd'hui, qui ne fait que des deals, ce genre de proposition, moi la première fois que je l'ai entendu, ma première réaction c'était d'éclater de rire, trouvant ça tellement absurde et tellement énorme.
mais simplement, on ne peut pas se permettre de rire, parce qu'avec un Trump, on sait très bien, et un Netanyahou, un Smotrich et un Ben-Gvir, ça prend ça tout à fait au sérieux. D'ailleurs, on a bien vu Netanyahou qui a pris ce plan vraiment au premier sens du terme, à la lettre, pour, à partir de là, développer son propre projet. Il avait l'air un peu surpris au départ, tout de même, oui, d'avoir un président américain qui aille aussi loin. Il ne pouvait pas rêver d'avoir quelqu'un qui aille aussi loin. Et du coup, il l'a complètement pris au mot, et à ce moment-là, il a commencé à le développer. Donc, évidemment que c'est extrêmement dangereux, parce qu'avec un Trump, tout est possible. Mais comme il peut aussi changer d'avis aussi rapidement qu'il n'a endossé ce plan, mais je crois quand même qu'il faut prendre ça très, très, très au sérieux, même si concrètement, je ne vois pas comment c'est possible. Je ne vois pas comment on peut imaginer le départ même de 500 000 Palestiniens de la bande de Gaza. Sauf si vous avez un bombardement sur le point de passage de Rafah qui ouvre le passage, une pression militaire. Mais oui, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de... Ça a déjà eu lieu avant, en 2006, il me mais semble. Est-ce que 500 000 Palestiniens partiraient pour aller où? Parce que les Égyptiens ne vont pas les supporter, et qu'on sait très bien que les négociations qui ont été menées par Israël et les Américains avec le Soudan du Sud, avec la Somalie, avec je ne sais quel pays pour les accueillir, personne ne veut de cette solution. Et n'oublions pas un point essentiel, c'est qu'une grande majorité des Gazaouis ne veulent pas quitter le territoire de Gaza, même si la vie y est à proprement parler invivable. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils savent que s'ils partent, ils ne reviendront jamais, eux-mêmes étant des descendants des réfugiés de 48 qui n'ont jamais pu retourner chez eux. Donc cet aspect-là, je crois, a été complètement sous-estimé par les Israéliens et les Américains, qui pensent que les Palestiniens n'ont qu'un rêve, c'est de vivre dans des malls à la Dubaï. Donc si on leur offre cette possibilité, ils partiront. Or, ils ne veulent pas quitter leur territoire parce que c'est leur terre. Et ça, il ne faut pas minimiser l'importance que cela revêt pour les Palestiniens. Georges, du côté israélien, il y a eu cette terrible épreuve du massacre du 7 octobre. Et on a l'impression que depuis, il y a eu un vrai basculement, que la solution à deux États est devenue une question taboue pour les Israéliens. Est-ce que les Smotrich et les Ben-Gvir, qui est le ministre de l'Intérieur, sont encore arrêtables, ou est-ce que c'est des gens qui peuvent aller jusqu'au bout et mener à bien leur projet? Ils seront arrêtables par les États-Unis. Ils ne seront pas arrêtables par un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou, qui est obligé de composer avec eux s'il veut survivre. Et qui est d'accord avec eux. Qui est d'accord avec eux. Et sur la finalité, c'est-à-dire de casser le projet national palestinien depuis qu'il a été élu Premier ministre en 1996. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que effectivement, on ne voit pas émerger un leadership alternatif capable justement d'entrer dans cette épure diplomatique dont on parlait tout à l'heure, franco-saoudienne, sur deux États, etc. C'est quelque chose aujourd'hui qui ne fait plus partie du lexique, je dirais, populaire israélien, parce ils ont été traumatisés, on les comprend, le 7 octobre, et ils sont encore dans une espèce de logique de vengeance, avec aussi une hubris qui a été cultivée par les succès tactiques de Netanyahou au Liban, en Iran, en Syrie marginalement, qui donne à penser que finalement, le langage de la force paye. Alors ça paye dans un premier temps, tactiquement d'accord, mais stratégiquement, ça conduit Israël dans une impasse terrible, parce qu'on en revient aux pays arabes qui étaient prêts à faire la paix avec eux. Mais ces pays-là, aujourd'hui, ne sont pas prêts. Et surtout, les populations, et y compris les Palestiniens aussi, je veux dire, des générations quand même nourries de haine sont là aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'en Israël, moi je suis pessimiste, parce que je pense que il est trop tôt, et pourtant c'est maintenant qu'il faudrait le faire, parce qu'on ne peut pas attendre. C'est pour ça que Macron n'a pas attendu. Mais on ne voit pas naître un sursaut, dire voilà, écoutez, il faut revenir à un peu de réalisme, il faut qu'on se sépare, hein, vous chez vous et nous chez nous, deux États. Mais ça, ce discours, il y avait un type israélien qui avait une vision stratégique, c'est Yitzhak Rabin, et c'est pas par hasard qu'il a été tué par un ami de Itamar Ben-Gvir et de Smotrich. Avant Yitzhak Rabin, il y avait quand même... les Américains ont mis la pression sur notamment Isaac Shamir. Est-ce que finalement, Régis Kotchet,
Les Israéliens se disent toujours, passent tout leur jugement de leurs alliés sous l'aune de est-ce qu'il est un vrai ami d'Israël, et notamment pour les dirigeants américains. Est-ce que d'après vous, Trump est un vrai ami d'Israël ou est-ce qu'il pousse Israël vers le désastre? Si vous voulez, je vais vous refaire une réponse qui va vous paraître un peu saugrenue. J'ai relu Pierre Loti il y a quelques jours, Pierre Loti à Gaza. Et il arrive, c'est le jour de Pâques, et il dit « Je suis dans l'une des plus vieilles villes du monde ». Il faut que, naturellement, le président Trump lise Pierre Loti. C'est trop lui demander. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Il paraît qu'il ne lit pas plus d'une page lorsqu'on lui donne des notes. Quelque part, prendre en compte ce qu'est la mémoire, ce que sont les lieux. Gaza était l'une des capitales du monde. Et donc, je crois qu'il faut vraiment... On en parle comme si c'était une sorte de monopoly. C'est de la folie. C'est un grand lieu de mémoire de notre humanité. Et c'est donc quelque chose qui nous concerne, nous tous. La deuxième chose, si vous me permettez, votre journal a publié en 2002 une lettre de Michel Rocard, une lettre ouverte de Michel Rocard à Ariel Sharon. Et je vous invite à la relire. Elle nous dit tout de là où nous sommes aujourd'hui. Et elle dit à Ariel Sharon, attention, un jour, vous n'aurez plus la... Ça se termine comme ça. Un jour, vous n'aurez plus la force. Et donc, je pense que, voilà, essayons aussi de nous projeter dans quelque chose qui... Voilà, il faut essayer d'être dans une temporalité plus longue. C'est ce qu'exige à la fois cette région du monde qui est notre Orient, notre Proche-Orient, notre environnement direct, et en même temps un lieu, quelque part, de spiritualité, d'universalité qui nous concerne. Le monde ne sera pas en paix sans le Proche-Orient en paix. Et donc je pense que, oui, il faut que quelque part, mais un Trump avec un terrain de golf, quelque part, ça ne va pas. Si je peux me permettre, Régis, de jouer un petit peu les avocats du diable, moi je suis d'accord avec vous sur le fond, mais quand on regarde précisément, certes, la force ne suffit pas, mais quand Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan n'en parle moins, je veux dire, a séduit, pas forcément les peuples, mais les régimes auxquels il a apporté des solutions sécuritaires, de renseignement, etc., qui font qu'aujourd'hui, ces régimes-là sont assez intimement liés à l'appareil sécuritaire israélien. J'interrogeais l'autre jour quelqu'un qui avait travaillé pour notre pays là-bas et qui m'a dit, lorsque les Israéliens sont arrivés, eh bien, on a dû faire place nette. Et donc, je veux dire, je suis d'accord avec vous, on ne construit pas, mais la paix égypto-israélienne, comme vous le savez bien, ce qu'on appelle une cold peace, c'est une paix froide, c'est la paix entre les pouvoirs, c'est pas la paix entre les peuples, mais comme avec la Jordanie. Même avec la Jordanie. Absolument. Mais je pense que dans le calcul stratégique israélien, la paix entre les peuples, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ce qui les intéresse, c'est la paix entre les dirigeants. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ils ont réussi à offrir, parce qu'ils ont une industrie de l'armement, de la défense, de la sécurité, qui est prospère et qui essaime à travers le monde. Et donc, il faut avoir ça à l'esprit aussi, lorsque aussi on envisage les rétorsions qu'un certain nombre de ces pays peuvent adopter aujourd'hui face à Benyamin Netanyahou, si jamais il venait à annexer la Cisjordanie. Agnès Levaloir, on imagine mal Donald Trump se muer en George Bush ou en James Baker. Est-ce que il peut quand même réussir, d'après vous, à jouer un rôle quand on connaît le personnage? Je pense qu'il peut quand même jouer un rôle dans le sens où lui, ce qu'il veut, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est faire des deals. Donc, pour faire des deals, il faut quand même qu'il y ait un minimum de situation qui le permet. Donc, cette situation de cette guerre sans fin, avec un isolement de plus en plus grand d'Israël quand même sur la scène internationale, et avec la reconnaissance hier de la France et des autres pays, on voit quand même cet isolement qui s'accroît. Tout ça, c'est quand même pas très bon pour le business. Et pour Trump, ça, c'est le seul langage qu'il semble, en tous les cas, comprendre. Donc, on sait très bien que les relations entre Trump et Netanyahou ne sont pas de bonnes relations, ce ne sont pas des relations idéales. Pour l'instant, Trump soutient complètement toutes les demandes de Netanyahou, mais il y a
a pas une passion entre ces deux hommes, parce que Netanyahou, de toute façon, pour l'instant, arrive à entraîner Trump, mais Trump, il n'aime pas trop non plus. Il aime bien montrer que c'est lui le chef, c'est lui qui peut diriger les choses. Or, on voit bien en ce moment que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, on ne peut pas exclure qu'à un moment, Trump se dise, mais finalement, Netanyahou m'entraîne là où je ne veux pas forcément aller. Ça ne veut pas dire que Trump va lâcher Israël, mais qu'il peut y avoir une prise de conscience de la part de Trump, de se dire que toute la stratégie de Netanyahou va à l'encontre de ses intérêts, et les intérêts qu'il a commerciaux et économiques avec les pays du Golfe. Je rappelle quand même que lors de la dernière tournée de Trump dans les pays du Golfe, il est reparti avec les caisses pleines de contrats, avec des milliards à la clé d'investissements, de promesses aux États-Unis. Donc ça, pour Trump, c'est du sonnant et trébuchant, et ça, il ne veut surtout pas s'en passer. Je rappelle pour la petite anecdote, vous en souvenez tous, que le Qatar lui a offert un superbe avion pour ses déplacements. Donc je dis ça sous le ton de la plaisanterie, mais qui montre que Trump, il est sensible à cela. Donc c'est peut-être, alors je me raccroche peut-être à ça pour ne pas être complètement désespéré, hein, mais de dire que là, il y a peut-être quelque chose qui va permettre à un moment à Trump de se dire que cette stratégie de Netanyahou va quand même à l'encontre de ses propres intérêts et qu'il faudra peut-être y mettre un léger holà permettant peut-être à la diplomatie de reprendre ses droits et à une solution politique d'émerger. Mais j'ai conscience qu'en disant cela, j'essaye peut-être de me raccrocher à quelque chose. Parce que sinon, on sort de cette émission en se disant « mais on se flingue tous, quelle est la solution ?» Et c'est absolument terrifiant. Georges, du côté israélien, on a l'impression qu'il y a un paradigme qui a sauté aussi. Alors c'est certainement lié à l'effet 7 octobre aussi. C'est les fondateurs de l'État hébreu voulaient un État juif et démocratique. Est-ce que c'est ce que veulent toujours des gens comme Netanyahou aujourd'hui ? Probablement pas, parce que si un État binational, comme on en parlait tout à l'heure, à terme, il y aura plus de non-juifs que de juifs, donc ce ne sera pas un État démocratique, ce sera un État où on pratiquera l'apartheid, et ce sera l'antithèse de ce que préconisaient Ben Gurion et ses amis en 1948. Donc oui, c'est le risque, mais c'est là où on a quand même ce pays qui a une très forte intelligence, qui a une incapacité, je dirais, à produire un scénario, une stratégie à moyen terme, même pas à long terme, à moyen terme. Je vous dis encore une fois, le seul qui en ait une, c'était Yitzhak Rabin, qui avait compris qu'il fallait. On s'est tapé dessus, on a fait la guerre. Eh bien aujourd'hui, on s'entend. Aujourd'hui, c'est des stratégies à court terme qui peuvent porter ses fruits, hein, mais quand à Gaza, si vous regardez Gaza, par exemple, vous parliez du Hamas tout à l'heure, qui est disloqué militairement, etc. Mais le Hamas avait 25 000 hommes, la branche armée, le 7 octobre. Israël en a tué 10 000, 15 000. Aujourd'hui, le Hamas a 25 000 hommes encore, parce qu'ils ont recruté une dizaine de milliers d'orphelins qui avaient donc perdu leurs parents, etc. Donc, alors, ils ne sont plus opérationnels comme les autres. C'est des jeunes types qui n'ont pas une grande valeur militaire, mais ils sont là. Et ils seront là demain s'il y a des soldats israéliens pour les attaquer, éventuellement pour les tuer. Donc, c'est là où on a... Je veux dire, il faut que je dirais que une majorité d'Israéliens se ressaisissent pour dire, voilà, les pays arabes sont prêts aujourd'hui. Moi, ça fait 25-30 ans que je parcours. On a constaté quand même depuis dizaines d'années un changement de mentalité. En Arabie, on vous parle d'Israël, vous rencontrez même un rabbin, voilà, et donc ça passe. Donc, on ne peut plus dire que le monde arabe veut mettre les Israéliens à la mer. C'est pas vrai. Mais il faut pour cela, pour qu'ils fassent le pas, il faut que les Israéliens fasse le pas et fasse cet État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Sinon, c'est la guerre. On arrive au terme de cette émission. Pour terminer, on va faire un petit tour de table avec des pronostics. Est-ce que vous croyez à l'initiative du président Macron ? Est-ce que vous pensez que cet État palestinien va voir le jour ? J'y crois si ça s'accompagne immédiatement de sanctions très fermes contre Israël pour contraindre Israël à accepter d'avancer dans une solution. Sinon, ça ne servira à rien. Monsieur l'ambassadeur. J'invite tout le monde à y croire et chacun à prendre sa part, comme le petit colibri, chacun à prendre sa part pour ranimer. J'ai connu des coopérations décentralisées entre municipalités. J'ai connu tout cela. Il faut redonner de la vie et nous avons chacun une responsabilité
à faire en sorte que cette démarche trouve son chemin et se muscle un peu au passage. Et oui, nous n'avons d'ailleurs pas le choix, et les partis encore moins que nous. Georges, pour oui, terminer. Moi aussi, je veux y croire, parce que sinon, c'est un tunnel sans fin de violence. Merci à tous les trois. Nous arrivons au terme de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouvez Philippe Gély pour un nouveau numéro du Club International.